Je suis heureux d'accueillir Maude Tenaillon. Maude Tenaillon est directrice de recherche au CNRS et elle a développé ses recherches au sein de la station de génétique végétale du Moulon. Et depuis son début de carrière, on peut dire, je ne pense pas trop me tromper, elle étudie, comment on pourrait dire, la domestication du maïs, la diversité du maïs, l'évolution. D'une façon plus générale, elle étudie l'évolution et l'adaptation des plantes cultivées, donc chez le maïs et ses apparentés sauvages. Et ce qui est remarquable, c'est que ces travaux actuels portent sur un système traditionnel de culture du maïs dans son centre d'origine, savoir l'association maïs-haricot avec l'étude de l'interaction, des bases génétiques de l'interaction entre ces deux espèces. Donc elle va nous faire sa présentation sur la domestication du maïs, une histoire complexe, point d'interrogation. Ok. Merci beaucoup André pour cette introduction. Donc moi aussi j'ai eu la chance d'avoir André comme professeur. Voilà. Et je voulais remercier aussi Yvette Daté et Thierry Langin pour m'avoir invité à cette conférence sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est donc la domestication. Donc, comme l'a dit André, je suis chercheuse au CNRS, à l'Institut Diversité, Écologie et Évolution du Vivant, et plus précisément à l'UMR de Génétique Quantitative et Évolution Le Moulon. Et donc, cet institut et cette UMR sont localisés sur le plateau de Saclay. Et aujourd'hui, je voulais parler donc de domestication du maïs. Une histoire complexe, une histoire de divergence en présence de flux de gènes. Donc, je vais vous parler plus particulièrement de flux de gènes. Et avec cette photo que j'ai prise donc, au Mexique, qui est donc un génotype issu d'une hybridation entre un maïs et une théocinthe. Donc, pour reprendre un petit peu l'introduction de Jacques, donc, je définirais la domestication ici comme l'acquisition par une espèce de caractère profitable aux humains. Donc, le schéma habituellement, classiquement présenté, c'est qu'on a donc des populations sauvages qui évoluent sous sélection naturelle dans un environnement naturel. Donc là, c'est une photo de population de théocinthes, qui sont donc les ancêtres, entre guillemets, du maïs cultivé. Et puis, à un certain moment dans le passé, ces populations sauvages ont donc été domestiquées en variétés traditionnelles. Donc, on a une photo ici d'une population traditionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la domestication. Et puis, en suivant cette domestication, on a bien sûr une amélioration et une dispersion des formes domestiques en dehors de leur centre d'origine. Et vous avez ici une photo de différentes variétés traditionnelles qui sont trouvées à travers tout le Mexique. Et donc les deux dernières étapes, donc celles de domestication et d'amélioration et de dispersion, sont des étapes qui se font à la fois sous une pression de sélection naturelle, mais aussi sous une sélection humaine. On en a parlé. Et donc ce qui est intéressant dans ce modèle de domestication, c'est, comme l'a dit Jacques, c'est aussi de réfléchir à la notion de couplage qui naît de la dépendance qui s'installe entre finalement des plantes domestiques qui sont peu adaptées à la survie dans un environnement naturel. Donc les plantes domestiques sont vraiment mal adaptées finalement à survivre dans leur environnement d'origine. Mais aussi la survie des humains finalement dépend de quelques plantes domestiques. Et donc il y a une forme de coévolution ici entre les plantes et les hommes. Alors la domestication, ça a été une transition majeure dans l'histoire de l'humanité. Elle a accompagné la sédentarisation des populations humaines, également l'expansion des populations humaines. Donc vous avez ici un graphique population sud-américaine, et vous voyez que au moment de la transition néolithique, on a un changement de plante très drastique de la densité des populations humaines. Donc cette expansion s'est accompagnée de l'absorption et ou du remplacement des populations de chasseurs-cueilleurs. Elle s'était accompagnée du développement de technologies, de la construction de villes, et ça a également conduit à une division du travail, à une stratification sociale, avec aussi des conséquences extrêmement importantes sur les paysages. Donc là, j'ai illustré avec deux photos sur notre environnement.
sur l'émergence de maladies infectieuses et sur l'augmentation de ce qu'on appelle le fardeau pathogène, qui est lié notamment à notre proximité avec les animaux d'élevage. Donc, comme l'a dit Jacques, je suis désolée, je reprends cet exemple. D'un côté, l'humanité s'est adaptée aux plantes. Donc, vous avez ici une phylogénie avec le nombre de copies des gènes codant pour une enzyme qui s'appelle l'amylase, qui permet de digérer l'amidon. Donc, c'est ce dont Jacques a parlé. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en moyenne, bon, même s'il a effectivement présenté plusieurs haplotypes, en moyenne, on a une augmentation, enfin on a un grand nombre de copies d'amylase chez les humains, mais c'est également vrai pour les espèces qui accompagnent les humains, par exemple les souris et les rats, mais également les espèces comme le cochon et le chien. Et c'est finalement des espèces qui partagent un régime alimentaire avec les humains, et on a effectivement chez toutes ces espèces un plus grand nombre de copies d'amylase. Et il existe des corrélations positives entre ce nombre de copies et l'activité de l'amylase. Donc c'est effectivement un très bon exemple pour illustrer que l'humanité s'est adaptée aux plantes, mais bien sûr les plantes se sont adaptées aussi aux humains, et les caractères qu'elles ont acquis sont regroupés sous le nom de syndrome de domestication, et ce syndrome il est très bien décrit au niveau phénotypique. Donc par exemple, on a des architectures qui sont plus compactes. Donc c'est illustré ici dans le cas du tournesol. Vous avez le tournesol sauvage à gauche et le tournesol domestique à droite. Mais également chez le millet, c'est la photo juste en dessous. Vous avez le millet cultivé à droite et le millet sauvage à gauche. J'ai fait ma thèse d'ailleurs sur le millet avec Olivier Panot qui est assis au premier rang. Donc c'est aussi un grand jour pour moi. Et puis, on a également une perte des moyens de dispersion des graines. Donc ça, ce qui était illustré ici chez le riz. Vous voyez qu'il y a les grains se dispersent dans la forme sauvage et restent attachés à l'épi dans la forme domestique. Et on a une augmentation de la taille des organes récoltés, comme ça nous a été déjà présenté. Et ici, à l'exemple de la pomme, pommier sauvage, pommier domestique, de la tomate, et également de la racine de la betterave à sucre, puisque depuis quelque temps, on mène des travaux là-dessus. Donc on a à gauche une racine de betterave sauvage et à droite une racine de betterave cultivée. Alors, il y a des caractères qui sont un peu plus compliqués à illustrer, comme par exemple la réduction de dormance des graines ou la réduction de toxines, hein, comme c'est le cas par exemple chez l'amandier. Donc, d'un point de vue évolutif, la domestication, c'est un processus de sélection divergente avec flux de gènes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des populations sauvages qui évoluent sous sélection naturelle et qui sont adaptées localement à une multitude d'environnements. Et de l'autre, on a des formes domestiques qui également se sont adaptées à de très très nombreux environnements, adaptées localement à de très nombreux environnements. Mais en fait, ces formes sauvages et domestiques sont une seule et même espèce et échangent des gènes. Donc, une façon de regarder ces flux de gènes, c'est de regarder la phase de la pièce sous l'angle de l'introgression adaptative. Donc, c'est quoi l'introgression adaptative? C'est lorsqu'un allèle d'un pool génétique donneur augmente la valeur sélective du pool génétique receveur et y est incorporé de manière permanente. Donc ça se produit notamment par d'hybridation entre individus suivie de rétrocroisements successifs. Donc on sait que c'est une source puissante d'innovation génétique. Et il y a quelques exemples qui sont documentés où le flux génétique du pool sauvage vers le pool domestique a contribué à l'adaptation des formes domestiques. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter chez le maïs. Donc pour un bref rappel, donc je ne referai pas vraiment d'historique en fait, de la domestication du maïs ici. La domestication du maïs, elle a eu lieu il y a environ 9000 ans au Mexique. Vous avez ici en haut à gauche Théocynthe, en bas à gauche le maïs, donc vous voyez de grandes différences morphologiques. Et donc il y a quelques années, on avait fait de la modélisation de niche parce qu'il existe deux sous-espèces de Théocynthe, une qui s'appelle Parviglumis, qui est illustrée ici en vert, et une autre qui s'appelle Mexicana, qui est illustrée en rouge. Et on avait regardé comment en fait se distribuaient ces espèces au Mexique. Donc vous voyez qu'en vert,
vous avez la sous-espèce Parviglumis. C'est une sous-espèce en fait qui se trouve principalement dans les régions de plaine. Et vous avez une photo en vert, encadrée en vert, d'individus de la sous-espèce Parviglumis. Et par ailleurs, vous avez la sous-espèce Mexicana qui est en rouge. Et ça, c'est une sous-espèce qu'on trouve plutôt sur les hauts plateaux mexicains, qui est donc adaptée à l'altitude. Et vous avez également des photos. Cette sous-espèce Mexicana, elle est souvent trouvée dans des champs de maïs, comme une adventice en fait des cultures. Donc ça, c'est la photo qui date de 1921, qui montre des Mexicanas dans des champs de maïs. Et ce qui a été établi en 2002, en fait, c'est que le maïs a été domestiqué à partir de la sous-espèce Parviglumis dans les régions de plaine. Donc vous voyez que le maïs en jaune est plus proche de la sous-espèce Parviglumis que de la sous-espèce Mexicana, qui est celle qui est en altitude. Et donc ce qui a été montré, c'est qu'en fait, le maïs, il a été domestiqué effectivement dans les régions de plaine à partir de Parviglumis, mais l'introgression adaptative de la théocinthe Mexicana a contribué à l'adaptation du maïs aux hautes altitudes. Donc vous voyez, c'est ce qui est présenté sur la carte. Donc domestication du maïs dans des régions de plaine. Et ensuite, on le retrouve des quelques millénaires après, plus en altitude. Et puis, à partir de ça, il a diffusé vers le continent nord-américain et ensuite également, également vers le continent sud-américain. Et donc, le maïs, il a donc colonisé les régions d'altitude après sa domestication. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on regarde les populations de maïs en sympatrie avec Mexicana, eh bien, ces maïs, ils présentent un gradient d'ancestrie qui corrèle avec l'altitude. Donc, ce qui est présenté sur le graphique, vous avez la proportion du génome de maïs qui est occupé par du Mexicana. Et vous voyez que cette proportion, elle augmente lorsque l'on range les populations par altitude croissante. Par ailleurs, certains pics d'introgression sont partagés entre populations, ce qui laisse penser que ces introgressions sont réellement adaptatives. Alors, l'introgression de Mexicana, ça a été publié donc, dans une étude très récente, en 2023. En fait, elle est partout chez les maïs. Elle n'est pas seulement chez les maïs d'altitude. Vous avez sur cette carte un très grand nombre de variétés traditionnelles de maïs. Et plus la couleur est rouge, plus Mexicana a contribué au génome du maïs cultivé. Donc, vous voyez que c'est le cas sur les hauts plateaux mexicains, également dans les Andes. Mais vous voyez que partout, on a quand même eu de l'admixture en fait avec Mexicana, et donc Mexicana est vraiment un contributeur à part entière du génome du maïs. Et on estime, enfin dans cette étude, c'est estimé qu'il y a 15 à 25% d'ancestrie Mexicana chez les maïs cultivés. Donc les chiffres 15 à 25% sont un peu différents des chiffres de la carte, mais parce que 15 à 25% c'est obtenu sur des génomes entiers, tandis que sur la carte c'est du GBS et des estimations moins précises. Donc cet exemple que je viens de vous montrer illustre en fait qu'il y a bien du flux de gènes du sauvage vers le domestique qui a contribué à l'adaptation locale du domestique. Et donc maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il y a également l'introgression adaptative du sauvage vers le domestique. Donc ça, c'est une étude qui a été initiée par Valérie Lecor, à laquelle j'ai pu participer, et avec les collègues Mathieu Siol et Christophe Dely de l'UMR d'agroécologie de Dijon. Donc, il y a des théocinthes qui ont été observés en France dans les années 90 et plus tard en Espagne en 2010 dans les provinces d'Aragon et de Catalogne et qui causent des pertes de rendement importantes. Donc, l'objectif de cette étude pour nous, c'était d'élucider l'origine des théocinthes européennes par l'étude de similarité génétique entre les théocinthes européennes et les théocinthes mexicaines, mais également d'identifier les changements adaptatifs ayant présidé au changement d'habitat des régions tropicales vers des régions européennes. Donc, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a génotypé des graines de théocinthes qui ont été collectées dans 8 champs de maïs en France, et on a compilé ces données de génotypage avec des théocinthes espagnoles, donc également européennes, des théocinthes mexicaines des 2 sous-espèces Parviglumis et Mexicana, mais également des variétés traditionnelles de maïs et des lignées. Donc sur cet ACP réalisé sur le génotypage, sur les génotypages, vous voyez que à la fois les théocinthes françaises en orange et espagnoles en mauve
sont plus proches de la sous-espèce mexicana. Donc, je vous rappelle qu'il y a la sous-espèce d'altitude. Donc les théocyntes européennes proviennent de la sous-espèce mexicana. Par ailleurs, quand on a fait ce graphe d'admixture, ce qu'on montre ici, c'est que en fait, les théocyntes espagnols, donc SP ou françaises FR, ont reçu des flux de gènes en provenance de maïs dentés qui sont marqués dentes sur ce graphe. Et on a estimé ces flux de gènes à 12% pour la théocynthe française, 42% pour les théocyntes espagnols. Donc on a des flux géniques des maïs dentés vers ces théocyntes européennes. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à détecter des locus hors type candidats à l'adaptation chez les théocyntes européennes. Donc on a utilisé une méthode qui s'appelle PC-Adapt. Vous voyez donc sur le graphe de gauche, cet ACP en fait permet de distinguer d'un côté les Mexicana, donc théocyntes mexicaines, Mexicana dont proviennent théocyntes européennes, donc en jaune, et puis les théocyntes françaises et espagnoles. Et donc nous on a cherché à regarder quelles étaient les régions du génome qui intervenaient dans la différenciation entre ces théocyntes européennes et les théocyntes Mexicana dont elles sont issues. Et donc les locus candidats qu'on a pu détecter, c'est les petits points rouges que vous voyez là. Vous voyez qu'il y en a sur plusieurs chromosomes, mais il y a un gros cluster sur le chromosome 8, c'est ce grand pic là que vous voyez. Et donc ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est la correspondance entre les locus candidats détectés, qui sont potentiellement donc candidats à l'adaptation aux conditions européennes, et les patrons d'admixture entre maïs et théocyntes. Donc ce que vous voyez sur ce graphe, c'est les 10 chromosomes du maïs. En petit point rouge, vous avez les locus candidats avec le cluster sur le chromosome 8. Et les graphes, ils vous montrent en Y le dosage inféré de l'allèle ancêtre maïs denté le long des chromosomes. Donc quand vous atteignez 2, ça veut dire que dans une région du génome de théocyntes, donc là vous avez les théocyntes françaises en bleu, les théocyntes espagnols en vert, et quand la valeur de Y atteint 2, ça veut dire que dans cette région, on a 2 doses d'allèle denté. Donc en fait, on est 100% denté. En gros, on est une théocynte française ou espagnole qui a reçu 2 allèles dentés. Donc si je zoome ici sur le chromosome 8, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve, donc on a notre cluster de locus candida. Ce cluster de locus candida, il comprend le gène ZCN8, qui est un gène qui est un contributeur majeur du déterminisme de la floraison chez le maïs. Et ce qu'on montre ici, c'est que dans cette région, on a également 2 dosages d'allèles dentés. On a donc les théocyntes ici françaises, qui sont illustrées donc, en bleu. Elles ont donc introgressé un allèle de précocité de floraison au gène ZCN8 à partir des maïs dentés. Et ça signifie que c'est vraiment l'introgression depuis des maïs dentés, probablement localement, enfin déjà adaptés aux conditions européennes, qui ont contribué à l'adaptation de ces théocyntes tropicales aux régions européennes. Et en effet, ces théocyntes européennes, elles ont la capacité de fleurir, elles ont acquis la capacité de fleurir en jour long. Hein, donc si on cultive des théocyntes européennes, ici en orange, les théocyntes françaises, vous voyez que les dates de floraison, elles fleurissent en même temps que le maïs. Alors que si on plante, on sème des théocyntes à la fois Mexicana ou Parviglumis à Dijon, et ben, vous voyez qu'elles fleurissent au moment où on récolte le maïs. Donc en fait, ça s'étale entre septembre et octobre. Et en gros, ces théocyntes mexicaines ne produisent pour la plupart vraiment aucune graine sous nos latitudes. Donc il y a bien une adaptation de ces théocyntes à la floraison en jour long. Par ailleurs, on a également détecté une région génomique autour d'un locus qui s'appelle ACC1, qui a également été introgressé depuis les maïs et qui confère une tolérance à un herbicide. Donc on a une variété de maïs tolérante à un herbicide qui était utilisée en France depuis 2001. Cette tolérance, elle est causée par une mutation dans le gène ACC1. Et aujourd'hui, 43% des théocyntes françaises sont devenues résistantes à cet herbicide. Et en fait, c'est dû, on voit bien, les théocyntes résistantes qui sont RR ici, elles ont 2 doses d'allèle denté. Et elles ont acquis en fait cet allèle de résistance à cet herbicide.
Donc là, ce que je vous ai montré, c'est qu'il y a des flux de gènes du sauvage vers le domestique, mais également du domestique vers le sauvage, et que ces flux de gènes ils peuvent contribuer à l'adaptation du sauvage dans de nouveaux environnements. Et dans la deuxième partie de mon exposé, ce que je voudrais vous offrir une double perspective en fait sur les flux de gènes, en les regardant cette fois d'un point de vue de l'isolement reproductif entre formes sauvages et formes domestiques. Donc c'est le revers de la pièce, c'est l'isolement reproductif comme un caractère de domestication. Donc il y a une méta-analyse qui a été réalisée par Dempel-Wolf et collaborateurs en 2012. Ils ont travaillé sur, ils ont collecté des données de la littérature sur 32 espèces. Et ce qu'ils montrent, c'est que donc ces études, c'était des gens qui avaient fait des croisements entre sauvages et domestiques chez différentes espèces. Et ils ont regardé le pourcentage de cas où on voit une réduction de valeur sélective chez les hybrides entre formes sauvages et formes domestiques. Alors si vous voyez, dans la plupart des cas, ça se passe pas trop mal. Hein, donc dans plus de 60% des cas, en fait, on n'a aucune dépression chez l'hybride entre formes sauvages et domestiques. Mais dans 30% des cas environ, on a une réduction de la valeur sélective en F1. Parfois, cette réduction, on l'observe post-F1. Et puis parfois encore, il y a des formes sauvages et domestiques qui ne peuvent plus du tout se croiser, ne peuvent plus produire d'hybrides. Et ça, en général, c'est justement quand il y a des changements de ploïdie. Donc nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser ces systèmes sauvages domestiques comme des modèles pour explorer ce qu'on appelle la zone grise de la spéciation. Donc cette zone, elle a été définie en particulier dans un article de Roux et collaborateurs. Donc ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont étudié des paires de populations ou d'espèces animales et grâce à des simulations, ils ont estimé la probabilité de flux de gènes entre ces paires de populations et ces paires d'espèces. Et ils ont relié cette probabilité de flux de gènes à un estimateur de différenciation allélique entre sauvage et domestique. Ils ont pris ici ce qu'on appelle le FST. Et ce qui montre, c'est que chez les animaux, donc, on a des paires de populations pour lesquelles on a très peu de différenciation, donc un FST très faible, autour de 0. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a des flux de gènes qui sont complètement libres. Et puis, plus on avance dans la divergence, plus on se rend compte que, voilà, il y a un autre extrême, c'est-à-dire que pour des valeurs de FST très grandes, eh ben, on n'a plus du tout, les flux de gènes sont arrêtés, on peut parler de 2 espèces. Et puis entre ces deux situations, on a une zone grise, qui est dépeinte en grise ici, qui est qu'en fait, on a des niveaux de FST un peu intermédiaires et on a une probabilité de flux de gènes qui varie. Donc on n'est pas encore isolé et on n'échange pas non plus complètement librement des flux de gènes, on est un peu entre les deux. Et donc, ce que j'ai fait sur ce graphique, c'est que j'ai été regarder dans la littérature les valeurs de FST pour 27 paires de plantes sauvages et domestiques. Et c'est les petits ronds noirs là que vous voyez. Et vous voyez qu'en fait, les valeurs de FST pour ces 27 paires couvrent cette zone grise de la spéciation. Et c'est ça, en fait, qui nous fait penser que finalement, ces systèmes sauvages domestiques sont peut-être des modèles intéressants pour comprendre l'établissement de l'isolement reproductif, d'un isolement reproductif. Donc chez le maïs, des barrières génétiques au flux de gènes, il y en a quelques-unes qui sont connues et qui sont décrites. Il s'agit d'incompatibilités unilatérales prézygotiques mais aussi post-zygotiques qui protègent en fait le phénotype adventice des théocyntes et pas tellement le phénotype en fait domestique. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand on croise on se rend compte que quand on regarde les flux de gènes entre maïs et mexicana, ben en fait, mexicana pollinise mieux le maïs que le maïs ne pollinise mexicana. Donc en fait, les quelques barrières qui ont été décrites, c'est des barrières qui en fait protègent mexicana des flux de gènes depuis les maïs. Mais évidemment, c'est juste quelques barrières décrites et il y en a bien d'autres, puisque le succès de pollinisation, en fait, il est inférieur à 1 à 2%. Donc en fait, il y a quand même des barrières clairement entre maïs et mexicana. Donc il y a 4 locus décrits, GA1, TCB1, GA2 et TPD. Alors, nous, on s'intéressait à décrire toutes les barrières qu'on pouvait trouver.
Donc pour ça, on a développé un outil qui s'appelle Ridge, qu'on a publié cette année, qui est un outil de détection de locus barrière. Alors cet outil, je ne vais pas le décrire très précisément, mais en gros, il repose sur des simulations. Donc vous voyez qu'on simule des scénarios de divergence avec FluGen. Et ensuite, avec ces simulations, en fait, on entraîne une random forest qui permet pour chaque locus du génome de retourner la probabilité d'être barrière par rapport à celle de ne pas être barrière. Et donc, c'est un outil qui permet d'offrir vraiment un test statistique à la détection des barrières, sous forme de bias factor, ce que j'appelle BF ici. Donc, on a appliqué cet outil à des populations de théocyntes et des maïs. Donc, on a séquencé 20 théocyntes et 20 maïs, qui sont indiqués sur la carte ici. Donc là, on a pris la sous-espèce Parviglumis, à partir de laquelle le maïs a été domestiqué. Donc on a 20 Parviglumis, 20 maïs, on a reséquencé les génomes, on a détecté 18 millions de polymorphismes, on a appliqué notre outil pour avoir une distribution des bias factors, et vous voyez, après le trait bleu, on a cette queue de distribution en fait, qui correspond au locus potentiellement barrière entre maïs et théocynte. On a trouvé qu'il y avait environ 0,9% de locus barrière le long du génome, ce qui représenterait 20,7 mégabases. Alors on a commencé à regarder un petit peu ces locus. On était assez content parce qu'on a retrouvé GA2. Donc GA2, comme je vous l'ai dit, c'est une barrière connue entre maïs et mexicana, et nous on le détecte comme un locus barrière entre maïs et Parviglumis. Mais avec ces résultats, il y a bien sûr de nombreuses questions qui restent en suspens. On va maintenant s'attaquer à la distribution génomique de locus barrière, les gènes qui sous-tendent ces locus, et également les interactions entre locus, puisqu'on sait que parmi les locus qui peuvent contribuer à l'isolement reproductif, il y a ce qu'on appelle des incompatibilités de Dobzhansky-Müller qui viennent d'interactions épistatiques entre des allèles délétères. Donc cette approche, on va l'appliquer chez 14 systèmes sauvages domestiques. Donc vous avez les photos en haut. Donc on va utiliser notre outil de détection, mais parallèlement, on effectue aussi des croisements entre formes sauvages et domestiques dans tous ces systèmes pour quantifier l'isolement reproducteur. Et ce n'est pas ma dernière diapo, mais donc je préviens, mais je voulais la mettre. Donc ça, c'est vraiment pour remercier les collègues pour le travail les travaux que je viens de présenter. Donc en particulier l'équipe de Valérie Lecor, mais également les gens qui contribuent à l'ANR Domisol, donc Yves Vigourou, l'IRD, Sylvain Glémin à Ecobioren et Catherine Degimon au GAFL. On a Stella Huynh qui était en postdoc, qui a fait toutes les analyses génomiques, et Wen Burban qui a développé Ridge, et Arthur Wojcik actuellement en thèse qui travaille sur les espaces phénotypiques chez sauvages et domestiques. Et bien sûr toutes les personnes de mon équipe, et en particulier celle du projet Domisol, donc Domenica Manicacci, Harry Belkram qui est là d'ailleurs, Pierre Gérard, Karine Alix, Agnès Rousselet et Martine Le Guillou. Et donc j'ai encore 2 petites diapos. Une pour vous dire que si ça intéresse des gens, on travaille maintenant également, on a un programme de travail sur la domestication des interactions. Donc comment la domestication a impacté la capacité des plantes à interagir. Donc il y a Noah Vazeux-Blumenthal là, qui est en thèse actuellement, qui a reçu d'ailleurs un prix dans cette académie pour une bourse de voyage. Voilà, donc il travaille sur le système de la milpa. Donc nous, on s'intéresse en particulier aux interactions maïs-haricots communs et comment la domestication a modifié ces interactions. Et puis ensuite, je voulais avoir une dernière diapo qui rebondit sur ton exposé, sur l'importance de décrire, de préserver et d'utiliser l'agrobiodiversité. Et donc, on a un programme de sciences citoyennes qu'on a lancé en 2021, qui vise à évaluer plus de 1000 lignées de haricots à travers toute l'Europe pour prédire leur capacité d'adaptation à une variété de climats. Donc, vous avez chaque point sur les cartes ici, c'est des citoyens qui ont participé à ce programme. Donc, de mémoire, en 2023, c'était plus de 9000 personnes à travers toute l'Europe. Et donc, on relance une édition cette année. Donc, tous les ans, j'embête Yvette Daté pour qu'elle fasse de la pub pour notre super expérience. Et donc, en gros, si ça vous intéresse, à partir de fin novembre, on va démarrer des inscriptions pour cette année. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez le site web là, si vous voulez regarder ce que c'est que
ce que c'est que cette expérience. Pardon. Merci Maude pour cette présentation très claire sur la domestication du maïs. Bon, je me posais une question, en quoi est-ce une histoire complexe? Bon, alors j'avoue que j'ai peut-être établi le titre un peu rapidement Ah oui, entre d'accord. deux. Non, Mais non, c'est mais- une histoire complexe. Non, ce que je voulais dire, c'est que souvent la domestication s'est présentée, la domestication du maïs est présentée comme un scénario extrêmement simple. Parce qu'on dit, c'est un exemple, voilà, il y a une seule domestication, ça s'est produit au Mexique, à tel endroit, on connaît tout. Enfin, du coup, c'est un scénario très simple, par exemple, par rapport aux haricots, comme le disait Jacques, où là, il y a eu une double domestication, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que finalement, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a des flux de gènes un peu dans tous les sens. Et cette nouvelle étude de 2023 dont j'ai présenté les travaux, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ce que montre cette étude, c'est que le daïs aurait été domestiqué en fait il y a 9000 ans. Ensuite, il se serait répandu en Amérique du Sud. Et ensuite, 3000 ans après, ou 2000 ans après, il est arrivé dans les régions d'altitude et a été beaucoup introgressé par Mexicana, ce qui n'était pas le cas du premier maïs qui est parti en Amérique du Sud. Et apparemment, ces introgressions par Mexicana ont été très importantes pour le maïs. Elles interviennent dans la variation de caractère, agronomiquement aussi très intéressant. Et c'est cette espèce de nouvel hybride entre le maïs et Mexicana. Il y a une deuxième vague de diffusion en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, tous les maïs, sauf des restes archéologiques de la première vague, contiennent un fort pourcentage de génome de Mexicana. Donc en fait, il y aurait eu une deuxième vague de migration, mais 2 ou 3 000 ans après, qui aurait supplanté tous les premiers maïs qui étaient sortis du Mexique. Et donc, il y a effectivement des restes archéologiques où il y a quelques maïs qui n'ont zéro de Mexicana. Et ça, a priori, c'est la première vague et il y a eu une deuxième vague. Et du coup, c'est vraiment une étude qui est quand même de 2023 et franchement, personne n'aurait imaginé ça avant. Donc, finalement, c'est pas si simple que ça et c'est pas si simple parce qu'il y a des flux de gènes et qu'il n'y a pas qu'un apparenté sauvage, mais il y en a d'autres et que voilà. Merci beaucoup. Donc, Bon, alors, on me demande de me lever pour poser la question. Qu'on me voit mieux. Bon. J'ai une question simple. Je ne savais pas qu'il y avait des théocyntes adventices en Europe. Ouais. Donc, ma question, elle est simple, mais ça vient d'où en fait? C'est Ah, l'origine? voilà. Parce qu'on peut pas. C'est pas des Ouais. pollutions dans des sacs de graines, Ouais. c'est tellement différent en fait, phénotypiquement, Oui. une graine de théocynte. Donc c'est quoi l'hypothèse? Alors, l'hypothèse. Donc, j'ai échangé récemment avec Jean Becbédé, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui me dit que effectivement, c'était lors d'une exposition pour montrer un peu aux gens en Nouvelle-Aquitaine, voilà, comment était la théocynte, que il y a eu un malheureux événement qui a fait qu'il y a des théocyntes, voilà, qui ont commencé à pousser là, et voilà. Donc, c'est accidentel en fait. Là, on date de 90, les premières observations donc c'est extrêmement récent. Et en même temps, c'est très joli parce que c'est très joli, c'est un peu une catastrophe, mais c'est joli d'un point de vue évolution moléculaire parce qu'en fait, on voit un balayage sélectif assez net et voilà. Et c'est vrai que l'introduction d'espèces exotiques, quand on regarde économiquement parlant les dégâts que ça fait, c'est quand même impressionnant, quoi. autre question? Oui, j'avais une autre question. D'un côté, tu montres qu'il y a des introgressions adaptatives d'une espèce vers l'autre, et de l'autre côté, tu montres aussi qu'il y a des locus qui empêchent ce flux de gènes. Et du coup, je me demandais si dans les situations où il y a une introgression adaptative, est-ce qu'on voit une contre-sélection de ces locus barrières? Puisque Oui, alors justement, chez la théocynte, normalement, il devrait disparaître ou être ah oui, contre-sélection des locus barrières. Régressé ou réverté vers d'autres formes. Enfin voilà. C'est une bonne question. Justement, en fait, c'est une question qu'on aimerait bien aborder pour les théocyntes françaises. Donc, on est actuellement en train de les séquencer et j'aimerais bien regarder les locus barrières qu'on a détectés pour voir qu'est-ce qu'il en est chez les théocyntes françaises. Donc, oui, je pense que c'est une très bonne question, mais j'ai pas de réponse. Autre question? Dernière question.
Après, sur les théocyntes françaises, il y a une, pour les locus de domestication, il y a clairement une contre-sélection. Non, les locus pour les caractères de domestication, il y a nettement une contre-sélection, c'est-à-dire que l'introgression adaptative, on la voit pas au niveau des locus de domestication chez les théocyntes, quoi. Et parce que les théocyntes, quelque part, il y a une protection si tu veux, du phénotype weedy, quoi, du phénotype adventice, qui est souvent lié à, par exemple, des cycles de vie un peu plus rapides, pas trop de dormance des graines, une grande production de graines, etc., quoi. Ouais, exactement. Ouais. En riz, en tournesol, c'est pareil. Ouais. Il n'y a pas une dernière question très courte, une réponse courte. Quels sont les caractères, en fait, d'un point de vue pratique, qui proviennent de l'une ou de l'autre espèce de théocynte et qui ont été intégrés dans le maïs? Ah oui. Alors, en fait, bon, c'est un peu compliqué de répondre. Alors, le maïs, il est issu finalement de Parviglumis. Donc, les caractères, en fait, quelque part, le maïs, c'est un Parviglumis il y a 10 000 ans. Donc, ça, je pourrais pas... Enfin, je veux dire, tout est issu de Parviglumis, quelque part, quoi. Pour les caractères qui sont issus de Mexicana, donc dans l'étude de 2023, ils disent qu'il y a potentiellement des caractères qui ont à voir avec la graine, peut-être certaines résistances, des choses comme ça, quoi. Mais pour moi, c'était pas totalement clair pourquoi cet hybride entre maïs et Mexicana était tellement meilleur qu'il avait supplanté toute la première vague. Pour moi, c'est pas encore complètement clair. Vraiment, quel avantage il apporte. Mais c'est peut-être aussi une plus grande capacité d'adaptation, des choses comme ça. Hein. Oui, on parle beaucoup d'économie d'eau, donc est-ce qu'on va plutôt aller chercher les gènes de tolérance à la sécheresse dans l'une ou Oui, surtout que dans les régions d'altitude, effectivement, il y a moins d'eau que dans les régions de plaine. Voilà. Tout à fait, au Mexique. Ouais. Merci.